La plupart des gens rêveraient de grandir avec des millions, entourés de luxe et de privilèges, mais pour certaines jeunes héritières, ce rêve a pris une tournure sombre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les vies tragiques de filles qui étaient médecins millionnaires dès la naissance, mais dont les histoires ont pris des tournures inattendues et souvent en déchirantes. Pour notre première histoire, nous retournons dans le New York des années 1920. Gloria Loren Vanderbilt est née le 20 février 1924 à Manhattan, New York, au sein d'une dynastie dotée d'une immense richesse et influence américaine. Il paraît qu'à sa naissance, le père de Gloria a dit « C'est incroyable comme elle ressemble à une Vanderbilt. Regardez le coin de ses yeux, voyez comme il remonte ?» Les Vanderbilt formaient alors un vaste réseau de familles, toutes issues en fin de compte de Cornelius Vanderbilt, le principal magnate des bateaux à vapeur et des chemins de fer aux États-Unis au milieu du XIXe siècle. Vanderbilt avait probablement été autrefois l'homme le plus riche du monde, car ses trains et ses navires constituaient le noyau du transport lors de l'industrialisation de l'Amérique. La richesse de la famille s'était dispersée au fil des générations suivantes, bien que de nombreux membres de la famille Vanderbilt soient restés extrêmement riches. Le père de Gloria était l'un des héritiers de cette fortune. Reginald Claypool Vanderbilt était un arrière-petit-fils de Cornelius Vanderbilt. Son frère aîné Alfred avait hérité de la majeure partie de la fortune de leur branche familiale, mais à une époque où la richesse existante pouvait engendrer encore plus de richesse si elle était investie judicieusement, les quelques millions de dollars d'héritage de Reginald constituaient tout de même une fortune considérable, bien qu'il ait fini par en gaspiller une grande partie, dépensant sans compter dans les sports équestres et les jeux d'argent. Il était également alcoolique et il est décédé en septembre 1925 d'une cirrhose du foie, alors que Gloria n'avait que 1 an et demi. Gloria était la seule enfant de Reginald et Gloria Morgan Vanderbilt. Elle venait d'une famille politique influente et avait épousé Reginald, qui avait 24 ans de plus qu'elle, en 1923, peu de temps avant la naissance de la petite Gloria. Dans son testament, Reginald a légué la majeure partie de sa fortune à Gloria Junior et à une autre fille qu'il avait, Kathleen, issue d'un autre mariage. Reginald n'a laissé à la mère de Gloria qu'une allocation relativement modeste, et cela allait bientôt devenir le point de discorde dans un procès retentissant, dont Gloria serait au centre alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Malgré l'irresponsabilité de Reginald Vanderbilt et son manque de sens des affaires, la succession que Gloria et sa demi-sœur ont héritée valait encore environ 5 millions de dollars, une somme très importante dans les années 1920, soit environ 100 millions de dollars actuels. Cet argent était placé en fiducie pour Gloria et devait être géré pendant sa jeunesse par sa mère. Cependant, à la fin des années 1920 et au début des années 1930, et surtout après le krach de Wall Street et le début de la Grande Dépression, la tante de Gloria, la sœur de son père, Gertrude Vanderbilt, Whitney, a commencé à examiner de près la façon dont la mère de Gloria dépensait cet argent. La situation a empiré au début des années 1930, quand Gertrude a remis en doute la capacité de la mère de Gloria à l'élever. Il y avait ici un véritable motif. Gloria Mère avait passé la seconde moitié des années 1920 à profiter de la vie à Paris, Londres, Massachusetts et Biarritz, laissant souvent sa fille Crawford chez des proches familiers à New York pendant ses séjours prolongés en Europe. C'est dans ce contexte que Gertrude Vanderbilt a intenté une action en justice contre la mère de Gloria en 1934 pour obtenir la garde de Gloria. Ce que l'on a appelé à l'époque le procès du siècle n'était en réalité qu'une bataille pour la garde, même si l'affaire portait aussi sur la question de savoir si la mère de Gloria avait mal géré l'héritage de sa fille. Le procès fut scandaleux. Les journaux ont relayé pendant des semaines les révélations, alors que des preuves d'une liaison lesbienne de la mère de Gloria ont émergé. À une occasion, une domestique qui avait travaillé pour la mère de Gloria a témoigné pendant 5 heures, décrivant Gloria Senior comme ce qu'une publication de l'époque a qualifié, je cite, « d'une mère passionnée de cocktails et de danse, adepte de l'érotisme sexuel et maîtresse d'un prince allemand ».
Sans surprise, Gloria elle-même a fini par être décrite par les médias comme une pauvre petite fille riche, l'héritière de 10 ans qui avait perdu son père et avait été en quelque sorte abandonnée par sa mère négligente. Pendant ce temps, dans le but de gérer le cirque médiatique dans et autour du tribunal, le juge a ordonné que la salle d'audience soit vidée de presque tous les participants afin que Gloria, âgée de 10 ans, puisse témoigner. Lorsque le verdict est tombé, il a été défavorable pour la mère de Gloria. Elle a été jugée comme une mère négligente et la garde de Gloria a été confiée à Gertrude, tout comme la gestion de son héritage, bien qu'une pension ait été maintenue pour Gloria Senior. Sa mère, Asso, a été autorisée à rendre visite à sa fille les week-ends et a fait appel de la décision en 1936, mais sans succès. Et la relation entre la mère et la fille ne s'est jamais complètement rétablie. En 1946, alors qu'elle était au début de la vingtaine et avait acquis le contrôle total de ses finances, Gloria a cessé de verser l'allocation annuelle de 21 000 $ que recevait sa mère, affirmant que sa mère pouvait travailler pour gagner sa vie et qu'elle ferait désormais don de ces 21 000 $ chaque année à diverses œuvres de charité. Des années 1940 jusqu'à sa mort, la mère de Gloria a vécu avec sa sœur, Thelma Furness, vicomtesse Furness, à New York et à Los Angeles. Gloria Senior est finalement décédée d'un cancer en 1965. En grandissant après le procès, Gloria a fréquenté de nombreuses écoles à New York et sur la côte est des États-Unis. Au départ, cela a été à la prestigieuse école Greenvale sur Long Island, suivi d'un passage à l'école Miss Porter's à Farmington, dans le Connecticut, une école préparatoire pour filles qui a été fréquentée au fil des ans par les filles des grandes dynasties d'affaires et politiques américaines. Devenue une jeune femme de plus en plus séduisante, elle faisait aussi du mannequinat à la fin de son adolescence, bien que sa 4e incursion dans le monde de la mode n'ait lieu que des décennies plus tard. À 17 ans lassée de la rigidité de la vie chez sa tante, elle a pris son indépendance et est partie vivre à Hollywood, en Californie. Durant ses dernières années d'adolescence, elle tente une carrière artistique, fréquente l'Art Student League à New York, puis travaille comme artiste visuelle et actrice, cette dernière l'ayant en partie poussée à s'installer à Los Angeles au début des années 1940. Cet intérêt perdurera et, dans les années 1950-1960, elle jouera dans de nombreuses productions de Broadway et plusieurs émissions télévisées célèbres comme The Love Bolt et The Time of Your Life. L'arrivée de Gloria à Hollywood a rapidement conduit à son premier mariage. Il s'agissait de Pat de Chico, un agent artistique hollywoodien qui était dans la trentaine. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'ils se sont mariés. Le mariage était abusif, et Gloria a déclaré plus tard que De Chico l'avait laissée à plusieurs reprises avec des yeux au beurre noir et l'avait rabaissée psychologiquement. Elle a divorcé de lui en 1945 cependant. Cette union avait causé des dommages durables à sa relation avec sa tante Gertrude. Elle le désapprouvait dès le début, et comme Gloria l'a épousé malgré tout, Gertrude l'a exclu de sa part de la fortune Vanderbilt dans son testament. Elle est décédée en 1942, juste un an après le mariage. Un jour après avoir divorcé de Tachiko, Gloria a épousé le chef d'orchestre de 63 ans, Leopold Stokowski. Ce fut une union plus heureuse que la première, malgré le fait qu'il avait 3 fois son âge au moment de leur mariage. Elle a duré 10 ans et a donné naissance à 2 enfants, des fils nommés Léopold Stanislas et Christophe, nés en 1950 et 1952. Encore une fois, Gloria n'est pas restée célibataire longtemps après son 2e divorce en 1955. Un an plus tard, elle a épousé Sidney Lumet. Il avait le même âge que Gloria et ils avaient un des centres d'intérêt assez similaires puisqu'il était metteur en scène à Broadway et qu'elle était une actrice en herbe. L'année suivante, sa carrière de réalisateur, immensément réussie, a commencé avec la sortie de 12 hommes en colère, l'un des plus grands films de tous les temps, Tante of Yourself. Le mariage n'a pas donné d'enfant et s'est terminé en 1963, vraisemblablement à cause d'infidélité, puisque tous deux se sont remariés en l'espace de quelques semaines. Le 4e et dernier mari de Gloria était Wyatt Emery Cooper, un autre scénariste et acteur.
Ils sont restés mariés jusqu'à sa mort lors d'une opération à cœur ouvert en 1978. Ils ont eu 2 enfants, Carter 1965 et Anderson 1967. Bien que ce soient les détails de ces 4 mariages, Gloria a eu de nombreuses autres relations avec des personnalités en vue au fil des années, dont beaucoup étaient morceaux des liaisons alors qu'elle était déjà mariée. Cela inclut des relations avec l'acteur Marlon Brando, le chanteur et acteur Frank Sinatra, l'inventeur et magnate Howard Hughes, ainsi qu'une liaison présumée avec l'écrivain pour enfants Roaldo. Ayant débuté comme actrice dans les années 1940 et 1950, Gloria est surtout connue aujourd'hui pour sa carrière dans la mode. Dans les années 1970, elle a collaboré avec Mohan Marangi du groupe Marangi pour lancer une ligne de jeans portant son nom. La ligne a rencontré du succès et dans les années qui ont suivi, elle s'est élargie à une gamme d'autres vêtements et accessoires, notamment des robes, des chemisiers, des chaussures, des sacs en cuir et d'autres articles. Cela a continué de s'étendre au fil des années et dans les années 2000, cela comprenait également une gamme de parfums à succès. Toutes ces entreprises se sont révélées lucratives, captant les tendances changeantes de la mode féminine. Et ainsi, Gloria a réussi à s'imposer comme une femme d'affaires prospère entre les années 1970 et 2000. La vie ultérieure de Gloria Vanderbilt était plus stable et moins chaotique que sa vie passée. Elle a eu une vie amoureuse plus calme et ne s'est pas remariée après la mort de son 4e mari en 1978. Elle a découvert de nouveaux intérêts dans les années 1980 et 1990. L'un d'eux était un regain d'intérêt pour une carrière d'artiste visuel. À la fin des années 1960, certaines de ses premières œuvres ont servi à créer des cartes Hallmark. Dans les années 1990, elle a repris le travail du verre, de la peinture et de la poterie. Le résultat fut une série d'expositions, dont la plupart eurent lieu dans les années 2000 dans divers espaces d'exposition de la côte Est, tandis qu'elle endossait également un rôle de philanthrope à cet égard, agissant comme critique lors de différents salons et concours. Cependant, la grande passion de Gloria dans sa vie ultérieure était l'écriture. Entre les années 1970 et sa mort, elle a publié une demi-douzaine de mémoires documentant divers aspects de sa vie jusqu'à cette époque, notamment en revenant sur le procès impliquant sa mère et sa tante en 1934, ainsi qu'un autre sur ses mariages et ses relations au fil des années. Elle a également publié 3 romans de fiction. Ne dis jamais adieu, publié en 1989. Le livre de mémoires de Star Fateful, publié en 1994, et Obsession, un conte érotique, publié en 2009. Il y avait également un intérêt croissant pour écrire à son sujet, notamment avec la parution du livre de Barbara Goldsmith, Petite Gloria, en 1980, une œuvre qui examine le procès de 1934 et le contexte culturel dans lequel il a eu lieu. Gloria Vanderbilt est décédée à son domicile à Manhattan le 17 juin 2019. La cause apparente de sa mort était un cancer de l'estomac, bien qu'elle ait alors 95 ans et qu'elle ait mené une vie longue et productive. Elle a ensuite été inhumée dans le caveau familial Vanderbilt à Staten Island. Ensuite, nous allons nous intéresser à une héritière recluse qui a mené une vie marquée par la méfiance, des problèmes de santé et d'autres difficultés que peu de gens souhaiteraient en à leur pire ennemi. Ougette Marcel Clark est née le 9 juin 1906 dans la ville de Paris, en France. Ougette était la 2e fille aînée de William A. Clark, tandis que sa mère était Anna Eugénie Clark, la seconde épouse de William. Son père, qui approchait de ses 70 ans au moment de la naissance de Ougette, était une figure majeure de la vie américaine au début du XXe siècle. Il avait amassé une fortune lors de l'expansion vers l'ouest des États-Unis au Montana et dans d'autres régions à partir des années 1860, puis il avait utilisé l'argent gagné pour se diversifier dans la construction ferroviaire pendant le boom du chemin de fer. Il s'était ensuite lancé en politique, devenant sénateur du Montana dans les années 1890. Ainsi, Ougette est née dans l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de l'Amérique de la fin de l'âge doré. Ougette a passé sa jeunesse à vivre à Paris, alors que les Clark fréquentent une partie de la haute société européenne.
En 1911, elle assista avec sa famille au couronnement du roi George V de Grande-Bretagne. Cependant, elle fut rapidement renvoyée en Amérique pour être éduquée à la Spence School, une école privée pour filles à Manhattan, New York, au début des années 1910. Là, elle résidait avec plusieurs autres membres de sa famille dans la maison de la 5e avenue, un immense bâtiment de 6 étages comptant 121 pièces, qui était considérée comme la plus grande maison appartenant à un seul propriétaire à New York à l'époque. Née en 1906, Huguette avait de nombreux frères, sœurs et demi-frères, demi-sœurs. Son père eut 7 enfants de son premier mariage. 2 moururent jeunes, 5 survécurent, mais Paul Clark décéda à la fin de son adolescence en 1896. Ainsi, Huguette avait 4 demi-frères et sœurs, Marie, Charles, Catherine et Guillaume, qui étaient chacun environ 30 à 40 ans plus âgés qu'elle. De plus, Huguette avait une sœur germaine, André, qui était née 4 ans avant elle, mais qui est également décédée jeune de la méningite en 1919. Cette configuration familiale était importante, car le patriarche vieillissant allait bientôt léguer sa fortune à ses enfants. Cette fortune était très considérable, car Clark avait continué à développer ses intérêts commerciaux, s'étendant dans les années 1900 et 1910 à d'autres exploitations minières et au développement de Las Vegas à ses débuts, en tant qu'étape pour les voyageurs en route vers Los Angeles. Ainsi, lorsqu'il mourut finalement le 2 mars 1925 à New York, sa fortune était estimée à environ 300 millions de dollars. Ajusté à l'inflation, cela représenterait aujourd'hui l'équivalent de plus de 5 milliards de dollars américains. Ainsi, les enfants de Clark allaient hériter d'immenses richesses à sa mort. Hughes n'a certainement pas suivi son père, ni dans les affaires ni en politique, après avoir reçu sa part de l'héritage à la suite de sa mort au printemps 1925. On pense que cela s'élevait à environ 50 millions de dollars américains, car son père avait partagé sa fortune à peu près également entre sa femme et ses 5 enfants survivants. Huguette se contentait de s'engager dans la philanthropie et de développer ses intérêts dans le monde des arts et de la mode. Par exemple, à la fin des années 1920, elle a dépensé environ 50 000 dollars pour faire assécher un étang d'eau salée dans sa villa Belos Huerdo à Santa Barbara, en Californie, afin d'en faire un refuge pour oiseaux qu'elle a nommé le refuge d'oiseaux André Clark en l'honneur de sa sœur, décédée 10 ans plus tôt. Clark avait fini par vivre brièvement à Santa Barbara après avoir épousé un certain William MacDonald Glover, un étudiant en droit qu'elle avait rencontré à New York alors qu'ils étudiaient tous les deux. Ils se sont mariés en août 1928 mais ont divorcé une semaine avant leur premier anniversaire. Ainsi, elle est rapidement retournée à New York et s'est installée dans un appartement sur la 5e avenue. Là, ses sens esthétiques ont rapidement été mis en valeur. Huguette a réuni l'appartement et les logements voisins pour créer un grand espace ouvert sur Central Park, comprenant une bibliothèque et diverses commodités. Dans les années 1930, Huguette s'est impliquée dans la haute société de la côte Est, exposant à la Corcoran Gallery à Washington District de Columbia et assistant à des défilés à New York. Cependant, son cercle d'amis proches était restreint et, pour ceux qui l'ont connue durant ces années, elle paraissait insaisissable et taciturne. Au fil des années, Huguette est devenue de plus en plus recluse. Elle a continué à dépenser de l'argent, mais souvent pour des initiatives qu'elle ne visitait jamais ou auxquelles elle faisait des dons de façon anonyme. Par exemple, un manoir a été construit près du refuge des oiseaux à Santa Barbara dans les années 1930 et Huguette a continué à payer des dizaines de milliers de dollars chaque mois pour tout entretenir là-bas, mais elle s'y rendait très rarement. La réclusion d'Huguette s'est accentuée après la mort de sa mère en 1963 avec qui elle avait longtemps vécu à New York. Ainsi, pendant une grande partie des années 1960 et 1970, elle est progressivement devenue une figure de plus en plus distante à New York. Cela résultait surtout d'une méfiance accrue envers les étrangers. Huguette n'avait jamais refait sa vie et n'avait pas eu d'enfant, alors, dans ces dernières années, elle en est venue à considérer toute personne comme quelqu'un qui essayait potentiellement de s'attirer ses faveurs pour profiter de son testament.
Elle n'avait peut-être pas entièrement tort de se méfier à ce sujet, mais ses méthodes étaient d'une paranoïa extrême. Par exemple, elle préférait de plus en plus parler en français pour cacher ce qu'elle disait à ceux qui l'entouraient. À la fin des années 1980, Huguette était une figure quasi mythique à New York, rarement vue ou entendue, au point que beaucoup la croyaient en morte, surtout qu'elle avait 80 ans en 1986. Néanmoins, Huguette était vivante, bien que loin d'être en bonne santé. À la fin des années 1980, elle était devenue très frêle et souffrait de nombreux maux. Le pire étant la présence de lésions cancéreuses sur son visage qui l'avaient laissé défiguré. Huguette avait refusé de se faire soigner pour ses problèmes de santé, une éventualité qui l'aurait obligé à quitter son appartement pendant une longue période pour aller à l'hôpital. Mais en 1991, la situation était telle qu'il n'y avait plus d'autre choix. Ce printemps-là, elle avait été admise au Doctors Hospital de l'Upper East Side à Manhattan. Là-bas, ses médecins ont dressé un constat alarmant sur sa santé. Le visage d'Huguette devait être opéré et reconstruit, tant les dégâts causés par son refus de faire soigner les lésions étaient importants. En effet, elle n'avait pas consulté de médecin depuis 2 décennies, et il semblait qu'elle mangeait rarement, voire jamais. De plus, son état mental était très mauvais, donnant souvent l'impression qu'elle n'était pas consciente de son environnement ni des personnes qui lui parlaient. Après son opération et sa convalescence, les médecins de Clark lui ont conseillé de rentrer chez elle dans son appartement, mais Huguette s'était attachée à son nouvel environnement. En conséquence, elle a commencé à payer près de $1000 par jour à l'hôpital du docteur pour être autorisée à rester dans sa chambre d'hôpital. Par la suite, elle a été transférée au centre médical Beth Israël, où elle a s'en occupé une chambre au 11e étage avec vue sur Central Park et a commencé à payer du personnel infirmier privé pour s'occuper d'elle. En conséquence, Huguette Clark passerait les 20 dernières années de sa vie à vivre à l'hôpital, mais avec en réalité sa propre aile semi-privée donnant sur le parc, que son appartement avait dominé pendant un demi-siècle. Curieusement, ce changement d'environnement lui a fait du bien. Au fil des années, sa santé et son état mental se sont considérablement améliorés, comme l'ont noté ses médecins dans des rapports intermittents, bien qu'elle soit restée très excentrique malgré tout. Ce qui était curieux dans tout cela, c'est qu'Huguette ne prenait même pas la peine de contacter aucun des nombreux membres de son personnel, que ce soit depuis son appartement de la 5e avenue, le domaine à Santa Barbara en Californie, ou le manoir qu'elle avait acheté dans les années 1950 dans le Connecticut, mais où elle n'avait jamais réellement vécu. Dans ces résidences, le personnel continuait de travailler et d'être payé pour entretenir les lieux, sans savoir où se trouvait leur employeuse ni ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, Huguette s'efforçait de dépenser la plus grande part de sa fortune avant sa mort, des sommes somptueuses étant offertes en cadeau à des particuliers. Une amie proche de toujours a reçu 10 millions de dollars. Cela a peut-être été fait dans les règles, mais le fait que l'une des infirmières privées l'écho de Huguette au Beth Israel Medical Center, Hadassah Perry, ait reçu plus de 30 millions de dollars en legs et en cadeaux, laisse penser qu'il y avait un certain élément d'exploitation. Encore une fois, Huguette était une femme dont il était difficile de ne pas recevoir de cadeaux dans ces dernières années. Une fois, elle a donné 25 000 $ au réparateur qui avait réparé sa télévision dans sa chambre d'hôpital. Huguette est finalement décédée le 24 mai 2011 à l'âge de 104 ans, Townseat. Sa fortune et sa succession ont aussitôt suscité une controverse. Par exemple, il a été révélé qu'Huguette possédait plusieurs tableaux de grande valeur réalisés par de nombreux peintres impressionnistes français célèbres du 19e et du début du 20e siècle, tels qu'Edgar Degas et Claude Monet. Certains tableaux avaient disparu de ses demeures durant ses années à l'hôpital. Cependant, la plus grande controverse entourant le testament d'Huguette concernait la répartition de la fortune de 300 millions de dollars qu'elle possédait au moment de sa mort. À l'origine, un testament avait été présenté au tribunal, montrant qu'Huguette souhaitait léguer environ les 3/4 de sa fortune à diverses œuvres de charité. Environ 30 millions de dollars étaient alors réservés à son infirmière privée, Hadassah Perry, en plus des quelques 30 millions de dollars de cadeaux et d'argent qu'Huguette lui avait accordés de son vivant.
D'autres dispositions prévoyaient un legs à sa filleule, Wanda Steicher, ainsi que des paiements en espèces à certains de ses domestiques de longue date dans son appartement de la 5e avenue, mais il a rapidement été révélé qu'avant la finalisation de ce testament, Huguette avait en réalité signé un tout autre testament quelques semaines plus tôt. Celui-ci était extrêmement différent du second testament qui a finalement été certifié. Le premier testament permettait à Huguette de léguer la majeure partie de sa fortune à sa famille Chamelargeti. En 2011, la plupart d'entre eux étaient des petits-neveux et des petites-nièces, ou même des parents encore plus éloignés, dont certains qu'Huguette n'avait jamais rencontrés, et dont beaucoup parmi les plus âgés n'avaient pas été vus par elle depuis les années 1950. Néanmoins, Huguette avait au moins temporairement envisagé l'idée de leur léguer la grande majorité de sa fortune. Lorsqu'il a été révélé qu'il y avait eu un premier testament qui avait rapidement été modifié pour déshériter sa famille élargie, les proches d'Huguette ont fait appel aux tribunaux. Leurs arguments étaient évidents. Huguette était une femme extrêmement âgée, dont l'état psychologique était discutable, et il pensait bondé que son infirmière privée et d'autres personnes l'avaient le contrainte, durant ces dernières semaines, à modifier son testament pour se désigner comme bénéficiaire et les déshériter. Il est plausible que cela soit vrai, mais il est tout aussi plausible qu'Huguette ait simplement décidé de récompenser les personnes dont elle était la plus proche au cours de ces 20 dernières années. Quelle que soit la vérité, le juge a estimé que l'argument de la famille était solide. Ainsi, le premier testament d'Huguette a été effectivement appliqué, la famille recevant plus de 75% de l'ensemble de la succession. L'infirmière privée d'Huguette, Ada Saperi, a été contrainte de restituer les 30 millions de dollars qu'elle avait reçus dans le cadre du règlement du testament, à condition toutefois que la réception d'une somme similaire en cadeaux et autres legs au fil des années, alors qu'Huguette était encore en vie, ne soit pas contestée. Ainsi, la famille Clark a fini par être le principal bénéficiaire de son testament, même si nous ne saurons jamais avec certitude à qui la mystérieuse Huguette Clark avait réellement voulu léguer sa fortune. Elle avait été inhumée dans le mausolée familial du Bronx à New York, tandis que plusieurs œuvres d'art qu'elle avait collectionnées sont aujourd'hui dans de grands musées et galeries. Vous pourriez penser qu'être l'une des personnes les plus riches du monde vous garantirait une vie formidable, mais cette prochaine histoire de négligence, de relations ratées et d'excès montre que ce n'est pas toujours le cas. Barbara Woolworth Hutton est née à New York le 14 novembre 1912. Son père était Franklin Laws Hutton, un riche copropriétaire et fondateur de Edward Francis Hutton & Company, une société new-yorkaise de banque d'investissement et de services financiers. Cependant, bien que son père ait réussi par lui-même, la future richesse de Barbara lui viendrait de sa mère, Edna Woolworth. Edna Woolworth était l'une des 3 enfants de l'homme d'affaires américain Frank Winfield Woolworth. À la fin du XIXe siècle, Frank Woolworth avait amassé une fortune considérable, après avoir été le pionnier du concept des magasins Five and Dime, des boutiques où tout était généralement vendu à 5 ou 10 cents précurseurs des magasins à $1 ou à une livre d'aujourd'hui. L'idée de Woolworth connut un immense succès et, quelques mois seulement après la naissance de Barbara, il inaugura le Woolworth Building à New York, le siège de l'entreprise qui coûta 13,5 millions de dollars à construire et qui fut le plus haut bâtiment du monde jusqu'en 1930. Malgré la richesse de sa famille, l'enfance de Barbara fut très troublée. Son père était un coureur de jupons invétéré, enchaînant les liaisons extra-conjugales, et il n'était pas vraiment discret à ce sujet. De plus, il était aussi un père négligent et un gros buveur. Ainsi, lorsque la mère de Barbara est morte subitement le 2 mai 1917 à seulement 33 ans, beaucoup de gens ont soupçonné qu'elle s'était suicidée. Le rapport du coroner a officiellement déclaré qu'elle était morte d'une suffocation provoquée par une mastoïdite, une infection grave du système otorhinolaryngologie, mais le fait qu'aucune autopsie n'ait jamais été pratiquée a amené beaucoup de gens à douter de la véracité de cela. La disparition de sa mère fut particulièrement cruelle pour Barbara, car c'est elle qui avait découvert le corps sans vie de sa mère. Elle n'avait que 5 ans, mais ce souvenir est sûrement resté gravé en elle. Par la suite, son père l'a effectivement envoyé être élevé par une gouvernante et fréquenter une série d'écoles privées à New York et à Farmington, dans le Connecticut.
Dans les années suivantes, des événements ont marqué le reste de sa vie. En 1919, son grand-père maternel, le fondateur de Woolworths, est décédé, puis en 1924, sa grand-mère maternelle est également décédée. En tant que fille unique d'Edna Woolworth, Barbara hérita désormais du tiers de la succession Woolworth qui serait revenue à sa mère. Cela représentait près de 30 millions de dollars à l'époque, une somme équivalente à plus d'un demi-milliard de dollars aujourd'hui. Barbara n'eut pas accès à cet argent immédiatement, étant donné sa jeunesse, et son père l'investit suffisamment bien en son nom pour qu'au moment où elle en prit finalement le contrôle direct au début des années 1930, sa valeur dépassait 50 millions de dollars, soit plus d'un milliard de dollars aujourd'hui. Lorsqu'elle hérita de ce vaste patrimoine, Barbara avait déjà une mauvaise réputation dans la haute société américaine. À la fin de 1929, la bourse de Wall Street avait subi d'énormes pertes après le boom économique des années 1920. Dans les mois qui suivirent, l'économie américaine et mondiale sombra dans la Grande Dépression, alors que beaucoup perdirent leurs économies et que des millions d'Américains se retrouvèrent sans emploi. C'est pourquoi la famille de Barbara fut considérée comme socialement toxique lorsqu'elle organisa un bal de débutante ostentatoire pour ses 18 ans à New York en novembre 1930, un événement qui comprenait une prestation chantée de Rudy Vallee, l'un des plus grands artistes de l'époque, et coûta plus de 60 000 $, soit l'équivalent de plus d'1 million de dollars aujourd'hui. C'était incroyablement inapproprié, étant donné que les financiers comme les Hutton étaient largement considérés comme responsables d'une grande partie des difficultés économiques du pays, et Barbara fut violemment attaquée dans la presse en conséquence. Ils la surnommèrent la pauvre petite fille riche, une référence à sa grande fortune, mais aussi à son histoire familiale difficile. C'était un surnom qui allait également caractériser une grande partie de sa vie adulte. La vie de Barbara Hutton est peut-être surtout mémorable pour ses nombreux mariages, au total 7. Le premier de ceux-ci a eu lieu alors qu'elle n'avait que 20 ans, et c'était avec Alekseï Midovani. Il était issu d'une famille géorgienne qui avait fui le Caucase au début des années 1920, affirmant qu'elle était persécutée par les autorités soviétiques là-bas. La famille elle était ambitieuse socialement et lorsqu'il a rencontré Barbara, Alexis était déjà marié à Louise Van Allen, membre de la riche famille Astor. Il a vite divorcé pour épouser Barbara, plus riche, le 22 juin 1933. Comme on pouvait s'y attendre d'un tel personnage, il a immédiatement commencé à dépenser d'énormes sommes de l'argent de Barbara, en plus de la dot d'1 million de dollars qui avait été versée à la famille Midavani dans le cadre de l'union. Quand Barbara a compris la situation et a divorcé à l'été 1935, elle avait déjà perdu beaucoup d'argent. Le deuxième mariage de Barbara fut encore moins réussi. Il s'agissait de Kurt Horgwitz Reventlow, un petit noble danois. Ils se sont mariés peu après sa rupture avec Alexis, mais le mariage a vite tourné court. Il était à la fois violent physiquement et émotionnellement, une situation qui a poussé Barbara à commencer à boire excessivement et à prendre de la drogue. Des habitudes dont elle ne se débarrasserait jamais. Elle a aussi souffert d'anorexie durant leurs 3 ans de mariage. Sa relation avec Kurt a été compliquée par la naissance de leur enfant, un garçon appelé Lance, né en 1937, qui serait le seul enfant de Barbara. Il a été supposé que l'anorexie de Barbara était intentionnelle afin de s'assurer qu'elle ne puisse pas avoir un autre enfant et, en effet, cela a entraîné son incapacité à tomber enceinte. Cependant, elle avait sans doute de l'affection pour son fils Lance. Elle a réussi à obtenir la garde de Lance face à Kurt lors de leur divorce en 1938. Et même si elle l'a envoyé être élevé par une gouvernante et dans des pensionnats en privé, cela reflétait simplement sa propre éducation et n'avait rien d'inhabituel pour la haute société américaine des années 1930. Bien que son mariage avec Kurt ait été une expérience épouvantable, Barbara a connu une période un peu plus heureuse dans les années qui ont suivi. À partir de septembre 1939, lors de la Seconde Guerre mondiale, Barbara s'est engagée activement dans la collecte de fonds aux États-Unis, pays solidaire de la Grande-Bretagne, de la France et des victimes de l'agression nazie, mais réticent à entrer en guerre au début du conflit.
Hutton a fourni des fonds et a activement fait campagne pour obtenir une aide supplémentaire aux forces françaises libres après la conquête de la France à l'été 1940. À cette époque, elle s'était installée en Californie et utilisait sa notoriété pour vendre activement des bons de guerre une fois que les États-Unis étaient entrés en guerre après l'attaque de Pearl Harbor à Hawaï en décembre 1941. C'est pendant son séjour ici que sa relation avec l'acteur Cary Grant s'est intensifiée. Barbara avait rencontré la star de L'impossible Monsieur Bébé, sa petite amie et indiscrétion, quelques années plus tôt grâce à leur connaissance commune, le millionnaire et philanthrope Howard Hughes. Ils se sont mariés en juillet 1942 et les médias les ont surnommés ironiquement Cash et Carrie. Cette union fut l'une des plus heureuses de sa vie, bien qu'elle fût brève et se termina par un divorce en 1945. Cependant, Grant n'a jamais essayé d'obtenir l'argent de Barbara et ils ont tous deux affirmé être restés de proches amis longtemps après leur divorce. Après la fin de son mariage avec Grant et la Seconde Guerre mondiale terminée, Hutter s'est installée en Europe pendant plusieurs années. Là-bas, elle a épousé le prince Igor Troubitskoï, un aristocrate français et athlète d'origine russe. En 1947, il a utilisé l'argent de Barbara pour devenir l'un des meilleurs pilotes automobiles d'Europe, alors que la course professionnelle vivait son premier âge d'or à la fin des années 1940. Comme toute ancienne consort de Barbara, cette union s'est achevée après quelques années avec leur divorce en 1951. Elle n'a pas bien réagi à cela et l'effondrement de son 4e mariage, combiné à sa consommation croissante de drogues et d'alcool ainsi qu'à son anorexie, a poussé Barbara à tenter de mettre fin à ses jours. Pire encore, la nouvelle a fuité dans les médias au début des années 1950 et Barbara Harton a de nouveau fait l'objet de reportages dans les médias américains et européens en tant que pauvre petite fille riche, plus de 20 ans après avoir reçu ce surnom pour la première fois. En décembre 1953, Barbara s'est mariée pour la 5e et la plus courte fois. Il s'agissait de Porfirio Rubidosa, un diplomate et playboy originaire de la République dominicaine. C'était sans doute la relation la plus étrange de Barbara. Porfiria avait auparavant été mariée à Doris Duke, une héritière américaine de la fortune de la famille Duke Tobacco. Doris et Barbara étaient connues à quelques jours d'intervalle en 1912, étaient deux des femmes les plus riches du monde et avaient en développé au fil des années une rivalité curieuse. Elle avait épousé Rubirosa en 1947, mais le mariage s'est terminé après peu de temps, Rubirosa obtenant un énorme règlement financier lors de la procédure de divorce. Barbara enfonçait le couteau dans la plaie en épousant l'ex-mari de sa rivale. L'idée que c'était un mariage de façade serait certainement suggérée par la durée du mariage, ou plutôt par son absence de durée, selon le cas. Hartsen et Rubirosa ont divorcé après seulement 53 jours. Il est une fois de plus reparti avec une grosse somme d'argent. De façon étrange, Rubirosa a obtenu un avion bombardier B-25 converti dans son règlement de divorce avec Duke et Hutton. Barbara se marierait encore 2 fois. Son 6e mariage fut avec le baron Gottfried Alexander von Kram, un joueur de tennis professionnel allemand qu'elle connaissait depuis plusieurs années et qui avait remporté 2 fois Roland-Garros dans les années 1930. Ils se sont mariés en 1955 et ont divorcé en 1959. Après cela, Barbara nous a de nouveau mariés au prince Raymond Johann Wienana Champassac, un aristocrate lao. Leur mariage n'a duré qu'un peu plus d'1 an, au milieu des années 1960. Le 7e mariage de Barbara fut le dernier. À la fin des années 1960, la vie de Barbara prenait une tournure tragique. Ses addictions à l'alcool, la drogue et son anorexie avaient causé de graves problèmes de santé à la 50aine, tandis que ses dépenses extravagantes et ses divorces avaient dilapidé une grande partie de sa fortune au fil des ans. Une grande partie de cela était également due à sa propre grande générosité. Ses amis et connaissances s'avérant toujours qu'elle écouterait leurs demandes de soutien financier pour une entreprise ou une autre, mais cela laissait une femme qui était fréquemment ivre également vulnérable à l'exploitation. Cette vie tragique fut aggravée en 1972 lorsque son unique enfant, Lance, issu de son second mariage, fut tué dans un accident d'avion alors qu'il était dans la trentaine. Après cela, Barbara devint de plus en plus recluse.
Elle a vendu plusieurs maisons pour stabiliser ses finances et a emménagé dans le penthouse du Beverly Wilshire Hotel à Los Angeles au milieu des années 1970. C'est ici qu'elle a vécu la dernière période de sa vie, dépendante aux antidouleurs et à l'alcool et presque aveugle. Elle est morte d'une crise cardiaque là-bas le 11 mai 1979 à 66 ans. On pensait alors qu'il ne lui restait que 3 500 $ alors qu'elle avait été l'une des femmes les plus riches du monde 50 ans plus tôt, même si sa richesse réelle, incluant ses actifs, restait difficile à évaluer. Quoi qu'il en soit, ce fut une fin tragique pour la vie de la célèbre pauvre petite fille riche d'Amérique. Nous nous dirigeons maintenant vers le New York des années 1950 pour découvrir l'histoire d'une héritière milliardaire, dont la famille semblait hantée par le malheur et que certains pensaient être maudite. Christina Onassis est née le 11 décembre 1950 au Leroy Sanitarium, plus tard connu sous le nom de Leroy Hospital à New York. Son père était Aristote Onassis et sa mère était Tina Onassis Levanos. Elle était leur deuxième et dernier enfant, un frère aîné, Alexandre, étant né 2 ans et demi avant l'arrivée de Christina. Pour comprendre la trajectoire de la vie de Christina Onassis, nous devons comprendre qui étaient en petit ses parents et la richesse qu'ils l'ont acquise. Aristote Onassis, son père, venait d'un milieu plutôt modeste, mais son propre père était un homme qui avait réussi par lui-même. Aristote est né à Smyrne, sur la côte est de la Turquie, en 1906. Onassis était d'origine grecque, une ethnie assez courante parmi la population de Smyrne à l'époque. Plus tard, lorsque la Grèce est entrée en guerre contre la Turquie après la Première Guerre mondiale, Aristote a quitté la Turquie pour l'Argentine. Là-bas, il a débuté comme magnate des affaires, investissant dans le tabac et le fret, puis a fait fortune pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est ensuite lancé dans les industries naissantes de l'aviation et des casinos après la guerre, tout en devenant le plus grand magnate du transport maritime au monde. Ironiquement, le mariage d'Onassis avec Tina, la mère de Christina, était une union avec la fille de l'un de ses plus grands rivaux. Il s'agissait de Stavros G. Levanos, le propriétaire de l'empire maritime Levanos et l'une des rares entreprises capables de défier la domination d'Onassis sur l'industrie du fret méditerranéen. Tina avait 17 ans quand elle a épousé Onassis, 40 ans en 1946. Tout cela signifiait que Christina est née dans une dynastie d'affaires extrêmement riche qui n'a cessé de s'étendre à mesure qu'elle grandissait, son père développant de nouveaux liens commerciaux en Arabie Saoudite et avec ses entreprises pétrolières en pleine croissance. Pourtant, il y avait aussi de la controverse. Christina aurait été bien consciente des affaires de fiscales tristement célèbres de son père, qui étaient douteuses et impliquaient en que ses navires battent pavillon panaméen et libérien pour éviter de payer des impôts et des droits de douane. Christina a eu une enfance internationaliste. Son père avait des affaires dans le monde entier et la famille possédait des résidences sur 3 continents, notamment en Grèce, Argentine, États-Unis, France et Angleterre. En conséquence, il déménageait souvent et Christina n'a pas reçu son éducation dans un seul pays. Elle était également principalement prise en charge par des domestiques, recevant peu d'attention de la part de ses parents qui étaient occupés par leurs affaires, ce qui est typique des enfants issus de familles extrêmement riches. Dès le début de son adolescence, elle a été envoyée en Angleterre où elle a fréquenté Haddington School, une école indépendante d'élite pour filles, puis Queen's College à Londres à la fin des années 1960. Ce furent d'abord des années tumultueuses pour sa vie familiale. Son père avait plus du double de l'âge de la mère de Christina lorsqu'ils se sont mariés, et le mariage a été tumultueux pendant les années 1950 principalement, en raison de la longue liaison d'Aristote avec Maria Callas, une célèbre chanteuse gréco-américaine. Finalement, ses parents ont divorcé en 1960. La famille a attiré encore plus l'attention lorsque le père de Christina a entamé une relation au milieu des années 1960 avec Jackie Kennedy, la veuve du président assassiné John F. Kennedy. Ils se sont finalement mariés le 19 octobre 1968, cette union suscitant un énorme intérêt médiatique, étant donné la célébrité de Kennedy dans les années 1960.
Ni Christina ni Alexandre ne se sont attachés à leur belle-mère, et ils ont mal vécu l'augmentation des mesures de sécurité et l'intervention des médias dans leur vie à cause de cette relation et du mariage qui a suivi. Christina a toujours cru que Jackie s'intéressait à son père pour son argent, et elle l'a qualifié, je cite, la malheureuse obsession de mon père. Au cours des premières semaines de 1973, alors que Christina avait 22 ans, un événement s'est produit qui allait marquer le reste de sa vie. Son frère Alexandre s'était passionné pour le pilotage comme passe-temps à la fin des années 1960. Il avait volé pendant des milliers d'heures et possédait une licence de pilote. Il était même président de l'une des filiales régionales de la compagnie aérienne familiale, Olympic Aviation. Un problème était que la vue d'Alexandre n'était pas particulièrement bonne, même si cela n'a peut-être pas été directement responsable de la tragédie survenue en janvier 1973. Le 22 janvier de cet hiver tardif, Alexandre a sorti son petit avion amphibie, un Piaggio Paysen 36, pour donner une leçon à un futur nouveau pilote de la compagnie aérienne. Alexandre était assis sur le siège de droite, tandis que le nouveau pilote, Donald Macusta, qui pilotait l'avion, était assis sur le siège de gauche. Un troisième pilote, Donald McGregor, était assis à l'arrière. Tragiquement, le vol s'est terminé par un grave accident lors du décollage de l'aéroport international d'Hellinikon à Athènes à cause de câbles emmêlés. L'aile droite s'est inclinée peu après le décollage et l'avion s'est écrasé, Alexandre recevant le choc principal de l'impact. Il a été grièvement blessé et s'est retrouvé sous assistance respiratoire quelques heures plus tard. Il est décédé le lendemain après qu'il a été conclu qu'il n'y avait aucune possibilité de le sauver. Il n'avait que 24 ans. Le nouveau pilote potentiel Macusta et le pilote habituel d'Alexandre, McGregor, ont tous deux subi de graves blessures mais ont survécu. La mort d'Alexandre a fait de Christina l'héritière de l'entreprise familiale et de l'immense fortune de son père. Il a alors commencé à la former comme sa successeur, bien que son esprit fût distrait à l'époque. Aristote est devenu paranoïaque et s'est convaincu que la mort de son fils était due à un acte criminel, accusant d'abord Macusta, puis concluant que la CIA était derrière l'accident et cherchait à se venger de lui à cause de sa relation avec Jackie Kennedy. Alors qu'il offrait de grosses récompenses à quiconque pouvait confirmer ses illusions, Christina s'est rendue à New York pour commencer à s'acclimater au rôle qu'elle avait toujours cru qu'Alexandre jouerait un jour dans l'entreprise. Les 2 années suivantes furent marquées par des tragédies simultanées. Nous avons déjà vu que le père de Christina a très mal vécu la mort d'Alexandre. Il en a été de même pour sa mère. Tina s'était remariée 2 fois après son divorce avec Aristote. Elle avait également développé un problème croissant avec les médicaments sur ordonnance et cela s'est aggravé après la mort d'Alexandre. Le 10 octobre 1974, alors qu'elle séjournait dans le manoir parisien qu'elle partageait avec son troisième mari, elle a fait une overdose et est morte d'une accumulation de liquide dans ses poumons. Beaucoup de gens, à l'époque et depuis, ont supposé qu'il s'agissait d'un suicide, dans le désespoir qui a suivi la mort de son fils l'année précédente. Le dernier membre direct de la famille de Christina est décédé seulement 6 mois plus tard. Son père souffrait de myasthénie grave, un trouble musculaire depuis plusieurs années. Cependant, après la mort d'Alexandre, il a cessé de lutter contre la maladie et sa volonté de vivre semblait l'avoir quitté. Il est décédé le 15 mars 1975 dans un hôpital parisien, apparemment d'une insuffisance respiratoire. Avec cela, Christina avait perdu ses 2 parents et son unique frère, tout cela en moins de 26 mois. Ces circonstances tragiques l'ont amenée à déclarer « Je suis désormais toute seule au monde ». À la mort de son père, une grande partie de la richesse et des affaires de la famille Onassis fut héritée par Christina. Environ 45% de la succession fut réservée par son père à la création de la Fondation d'utilité publique Alexandre Onassis, une organisation caritative établie à la mémoire d'Alexandre, mais Christina hérita de la majeure partie des 55% restants.
Elle réussit également à obtenir une part de la fortune considérable que sa mère avait acquise lors du divorce de ses parents en 1960. Grâce à cela, elle était désormais une femme extrêmement riche, avec une fortune d'environ 600 millions de dollars, soit près de 3 milliards, aujourd'hui et à la tête d'un empire commercial. Christina décida presque immédiatement de réduire la charge de gestion de l'entreprise, en vendant d'importantes parties de celle-ci. Dans les années 1970, Fiona Sis s'était diversifiée dans le fret, le transport, les compagnies aériennes, les jeux d'argent, le pétrole et d'autres secteurs. Elle en vendit certaines parties et fit don d'autres parties de l'entreprise et des propriétés à des œuvres caritatives. Pendant ce temps, elle a consolidé sa propriété du cœur de l'activité maritime et aérienne, bien qu'il y ait eu depuis beaucoup de spéculations sur le rôle réel qu'elle jouait dans la gestion quotidienne de l'entreprise. L'impression générale est que les détails quotidiens étaient laissés au conseil d'administration et au directeur de l'entreprise. Pendant cette période, Christina a reçu une grande attention médiatique pour sa vie personnelle et son style de vie fastueux. Elle vivait dans un luxe presque inouï, allant même jusqu'à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour envoyer un jet privé aux États-Unis afin de lui rapporter des Coca Light. Elle offrait aussi des milliers de dollars à ses amis pour qu'ils se rendent disponibles pour elle. La presse a également parlé de sa vie amoureuse malheureuse, comme nous le verrons bientôt, ainsi que de ses problèmes de poids. Christina était connue pour utiliser fréquemment des régimes drastiques, ce qui la faisait beaucoup maigrir, mais elle reprenait tout le poids perdu lorsqu'elle traversait une période difficile. De plus, on pensait largement que Christina avait un problème de drogue croissant, avec des dépendances aux médicaments sur ordonnance comme les barbituriques, les antidépresseurs et les tranquillisants. La vie conjugale et les relations de Christina étaient encore plus chaotiques que celles de son père. Entre 1971 et 1987, elle a connu pas moins de 4 mariages et 4 divorces. Le premier d'entre eux était avec Joseph Bolcar. Il était un magnate de l'immobilier qui approchait de la cinquantaine, tandis que Christina n'avait que 20 ans lorsqu'ils se sont mariés en 1971. C'était une sorte d'aventure de jeunesse pour Christina, et cela reflétait étrangement le mariage de sa propre mère avec Aristote lorsqu'elle n'était encore qu'une adolescente. Ils se sont rapidement rendus compte qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre et ont divorcé l'année suivante. 3 ans plus tard, à la fin de 1975, Christina a épousé Alexandros Andriadis. Il était un magnate du transport maritime et héritier d'un vaste empire commercial en Grèce, qui comprenait des intérêts bancaires. Encore une fois, le mariage fut de courte durée, et après un peu plus d'1 an, ils ont divorcé au début de 1977. Cette union pourrait être vue comme la tentative de Christina de se distraire après avoir perdu toute sa famille ces 3 dernières années. Le 3e mariage de Christina eut lieu l'année suivante, cette fois avec Sergei Kolzov. Comme Andriadis, il était un magnate du transport maritime, bien que des études ultérieures aient conclu que Koltsov, un Russe, avait également des liens étroits avec le gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques et qu'il aurait pu être un agent du KGB. Il est possible que Koltsov ait poursuivi la relation avec l'encouragement de Moscou afin de s'immiscer dans un empire commercial extrêmement important du monde occidental, à une époque où la guerre froide entrait de nouveau dans une période de tension accrue entre la Russie et les États-Unis. Si tel était le cas, l'idée fut rapidement mise de côté. Ils ont divorcé en 1980. Après son divorce avec Koltsov, Christina a vécu sa plus longue période adulte sans mariage. 4 ans plus tard, elle a épousé son 4e et dernier mari, Thierry Roussel. Roussel était issu d'une famille française éminente, impliquée dans l'industrie pharmaceutique et la politique française. Fait rare parmi les maris de Christina, il avait 3 ans de moins qu'elle. Ce dernier mariage de Christina donna naissance à son unique enfant, une fille nommée Athéna, d'après la mère de Christina, née en 1985. 2 ans plus tard, le mariage prit fin, ce qui n'est guère surprenant quand on sait que Roussel était un coureur de jupons notoire et qu'il eut 2 autres enfants avec sa maîtresse pendant ses années de mariage avec Onassis. Christina ne se remariera pas. Comme mentionné, Onassis avait une dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance dans les années 1970, et cela s'est aggravé au fil des ans,
en particulier à partir de 1980 lorsqu'elle a été diagnostiquée comme souffrant de dépression clinique. Grâce à l'accès facile à des médecins complaisants et aux ordonnances, sa consommation a augmenté dans les années 1980 lorsqu'elle a commencé à s'automédiquer pour oublier les cicatrices de sa vie tourmentée. Le 19 novembre 1988, Christina a été retrouvée morte dans une baignoire. C'était chez une amie en Argentine, un pays où elle avait passé une grande partie de ses dernières années, ayant développé des liens avec ce pays qui était la patrie d'adoption de son père dans les années 1920. Là-bas, elle cherchait à échapper à la pression des médias et envisageait de s'y installer définitivement pour élever Athéna. Sa mort à seulement 37 ans a été attribuée à une crise cardiaque, bien qu'il ne fasse aucun doute que cela était en partie dû à sa consommation de drogue, tandis que d'autres ont émis l'hypothèse qu'il y avait un élément sinistre impliqué, compte tenu de l'immense fortune d'Onassis. Son corps a été rapatrié en Grèce et elle a été enterrée dans le caveau familial aux côtés de son père et de son frère. Après sa mort, la succession de 250 millions de dollars d'Onassis est devenue l'objet de conflits juridiques intenses. Athéna était sa seule héritière survivante, mais elle n'avait encore que 3 ans à l'époque. Par conséquent, plusieurs administrateurs grecs avaient été nommés pour superviser la succession en son nom. Dans les années 1990, des litiges ont opposé Thierry Roussel, dont les affaires étaient instables, à d'autres car il cherchait souvent à utiliser l'héritage de sa fille pour surmonter ses problèmes financiers. Elle a finalement hérité de la succession à son 18e anniversaire au début de l'année 2003. La fille unique de Christina est aujourd'hui une cavalière de saut d'obstacles. Pour finir, rejoignons Briefcase dans le New York des années 1880, où une héritière a disparu sans trace. Dorothy Harriet Camille Arnold est née à New York le 1er juillet 1885. Son père était Francis Rose Arnold, un homme d'affaires dont la famille remontait ses origines jusqu'au début de la colonisation européenne en Amérique du Nord, avec un ancêtre qui serait arrivé à Plymouth Rock à bord du Mayflower en 1620. Ses ancêtres plus proches s'étaient intégrés à la haute société et aux affaires new-yorkaises, Francis lui-même étant associé dans F.R. Arnold Co., une société d'importation qui faisait venir des produits de luxe en Amérique depuis l'étranger. C'était une époque de prospérité sans précédent aux États-Unis. La soi-disant époque dorée, ou Gilded Age, et donc l'entreprise Arnold spécialisée dans le parfum, a prospéré, ce qui signifie que Dorothy a grandi dans la richesse et au sein d'une famille connue dans tout Manhattan. La mère de Dorothy était Mary Martha Arnold. Son nom de jeune fille était Samuel, et elle venait d'une famille éminente dont les origines se trouvaient au Canada britannique. Elle et François eurent 3 autres enfants, un fils, John, qui était plus âgé que Dorothy, ainsi qu'un autre fils et une fille, Daniel et Marjorie, nés dans les années qui suivirent la naissance de Dorothy. Pour renforcer encore le statut social de la famille, la tante de Dorothy du côté paternel, Henriette, était mariée à Rufus W. Peckham, un avocat renommé qui a été juge associé à la Cour suprême des États-Unis entre 1895 et 1909. Toutes ces relations allaient faire en sorte que, lorsque Dorothy disparut soudainement de nombreuses années plus tard, l'histoire attira une attention médiatique considérable à New York et dans tout le pays. L'enfance de Dorothy s'est déroulée comme on pourrait s'y attendre pour la fille d'un riche homme d'affaires à New York. Au sommet de l'âge d'or, la famille vivait dans une grande maison de ville dans l'Upper East Side de Manhattan et y employait un personnel considérable. En grandissant, elle a fréquenté la prestigieuse école Velton pour jeunes filles. Celle-ci avait été fondée en 1886 par Louise Velton comme une école à Manhattan pour les filles et des familles les plus aisées de la ville, avec, selon les normes de l'époque, un programme très progressiste pour une école de jeunes filles. Là, les jeunes filles étudiaient des matières telles que la littérature anglaise, les classiques grecs et romains, ainsi que le français. Mais elle étudiait aussi les matières scientifiques comme la chimie et la physique. Après son séjour à Velton, Dorothy se rendit au Bryan Moore College en Pennsylvanie, quittant New York pour la première fois pendant une longue période de sa vie. Là-bas, elle s'est concentrée sur l'étude de la littérature et a développé l'ambition de devenir écrivain. Elle a obtenu son diplôme en 1905 à l'âge de 20 ans.
Après avoir obtenu son diplôme, elle a de nouveau vécu chez ses parents dans l'Upper East Side et on la voyait souvent lors d'événements de la haute société à Manhattan. Pourtant, elle est restée ambitieuse en tant qu'écrivaine. Après un séjour dans la maison de vacances familiale dans l'État du Maine à l'automne 1910, elle a informé son père qu'elle voulait avoir son propre appartement à Greenwich Village. C'était un quartier qui avait déjà commencé à acquérir une réputation de centre du bohème et d'activité littéraire. Au cours de 1909 et 1910, elle avait également composé plusieurs histoires avec des titres comme Poinsettia Flames et Lotus Leaves. Pourtant, malheureusement pour Dorothée, ces histoires avaient été constamment rejetées par les éditeurs à qui elle les avait envoyées. Pire encore, sa famille se moquait de ses ambitions littéraires et son père avait refusé de financer son désir de vivre à Greenwich Village, lui disant qu'elle pouvait tout aussi bien écrire dans la maison familiale qu'à Lower Manhattan. Ces revers personnels ont été importants pour la suite de son histoire, comme nous allons bientôt le voir. Par un matin froid du 12 décembre 1910, Dorothy partit de la maison familiale des Arnold pour se rendre en centre-ville. Sa mère lui avait proposé de l'accompagner, mais Dorothy lui dit de ne pas le faire et l'informa qu'elle descendait simplement sur la 5e avenue pour acheter une robe de soirée en vue d'une fête qui serait organisée pour sa jeune sœur Marjorie dans quelques jours. Dorothy se rendait également à la librairie Brentano pour acheter quelques livres. Le jour en question, on a remarqué qu'elle était bien habillée, portant un manteau coûteux en serge bleue avec de la fourrure et un sac en satin. Ce sont des points importants à noter, car ces vêtements coûteux l'auraient fait remarquer dans les rues animées de Manhattan et auraient pu faire d'elle une cible pour un vol. Elle portait également un chapeau en velours noir très voyant, orné de 2 roses bleues. Sur la 5e avenue et dans quelques rues adjacentes, elle a acheté plusieurs articles, dont une boîte de bonbons dans un magasin où la vendeuse la connaissait suffisamment pour porter l'achat au compte de la famille, sans même lui demander qui elle était. Devant la librairie Brentano, Dorothée a croisé Gladys King, une connaissance invitée à la fête de Marjorie dans quelques jours. Elle a remis à Dorothée les lettres d'acceptation qu'elle comptait poster pour confirmer sa présence à la fête, en remarquant que cela lui ferait économiser un timbre. C'était vers 14 heures. Dorothée a mentionné à Gladys qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle dans l'Upper East Side et qu'elle le ferait probablement en traversant Central Park à pied. Sur ce, elles se sont séparées. Gladys King est, à notre connaissance, la dernière à avoir parlé à Dorothée Arnold. Après avoir dit au revoir à Gladys, Dorothée n'a plus été vue par quiconque la connaissait. Elle n'est pas venue au dîner familial, ce qui a tout de suite inquiété ses parents et frères et sœurs. Ce n'était pas dans les habitudes de Dorothée de manquer le dîner et si elle avait du retard ou avait décidé d'aller quelque part, elle prévenait toujours à l'avance pour s'excuser de son absence. La famille Arnold n'a pas immédiatement contacté les autorités. Cela était compréhensible. Peu de gens appellent la police immédiatement lorsqu'une personne disparaît, surtout si ce n'est que pour quelques heures. Et pourtant, ils étaient clairement inquiets. Ce soir-là, certains amis de Dorothée ont discrètement reçu des appels pour savoir s'ils l'avaient vue ou si elle lui avait rendu visite ce jour-là. Tous ont répondu qu'ils ne l'avaient pas vue. Les Arnold étaient soucieux à ce moment-là de ne pas laisser entendre que leur fille semblait s'être enfuie. Cela a provoqué des problèmes dans les semaines suivantes. La nuit de sa disparition, une amie de Dorothy, Elsie Henry, appelée plus tôt dans la soirée, a téléphoné chez les Arnold vers minuit pour savoir si Dorothy était rentrée. La mère de Dorothy, déjà nerveuse, a répondu que Dorothy était rentrée mais qu'elle ne pouvait pas parler à Elsie, partie se coucher immédiatement à cause d'un mal de tête. Cet incident a éveillé des soupçons dans les semaines suivantes, laissant croire que les Arnold en savaient plus sur la disparition de Dorothy, même si cela ne semble pas être le cas. La situation a empiré dans les jours suivants. Craignant une frénésie médiatique en raison de leur notoriété dans la société new-yorkaise, les Arnold décidèrent de ne pas signaler la disparition de Dorothy. À la place, ils continuèrent à mener des recherches discrètes pour essayer de déterminer où elle pouvait se trouver et engagèrent également un ami de la famille et avocat nommé John Keith pour mener des investigations pour eux.
Il semble qu'à ce stade précoce, la famille pensait que Dorothy s'était enfuie en représailles à leur manque de soutien pour ses ambitions littéraires. Ce n'est qu'après que des agents de l'agence de détective Pinkerton eurent été engagés et n'eurent trouvé aucun indice sur l'endroit où pouvait se trouver Dorothy, qu'eux et Keith convainquirent les parents de Dorothy, à la mi-janvier, plusieurs semaines après la disparition initiale de Dorothy, d'aller voir la police de la ville et de déposer un rapport officiel de disparition. Une conférence de presse a été organisée dans le bureau de Francis Arnold à Manhattan le 25 janvier 1911 pour annoncer la disparition de sa fille plus de 6 semaines après qu'elle ait disparu. Il offrit une récompense de $1000 pour toute information permettant de la retrouver, une somme considérable équivalente à des dizaines de milliers de dollars aujourd'hui. La frénésie médiatique attendue suivit. Une grande partie de l'attention se concentra sur une relation clandestine que Dorothy entretenait depuis quelque temps avant sa disparition avec George Griscombe Jr., le fils d'un riche homme d'affaires de Pennsylvanie. George Griscombe et Dorothy avaient fait connaissance alors qu'elle étudiait à Bryn Mawr et étaient restés en contact fréquent depuis. Cependant, il était en vacances en Italie au moment de la disparition de Dorothy et déclara qu'il n'avait aucune connaissance de l'endroit où elle se trouvait. Pendant ce temps, la police poursuivait ses investigations. Une piste d'enquête était de savoir si elle avait été attaquée à Central Park alors qu'elle s'y promenait, comme elle l'avait dit à Gladys King qu'elle comptait le faire lorsqu'elle l'avait rencontrée sur la 5e avenue. Le père de Dorothy lui-même semblait penser que c'était l'explication la plus probable et il spéculait de façon morbide que sa fille avait été tuée là-bas et que son corps avait été jeté dans le réservoir du parc. La police a vite rejeté cette théorie. Ils ont noté que le niveau d'eau du réservoir à la mi-décembre 1910, lorsque Dorothy avait disparu, était trop bas pour dissimuler son corps. Si elle était morte de cette façon, le mystère s'est épaissi lorsque, début février, les Arnold ont reçu une carte postale qui disait simplement « Je suis en sécurité » et qui était signée Dorothy. L'écriture ressemblait à celle de leur fille, mais un échantillon de son écriture avait été publié dans les journaux new-yorkais dans le cadre de l'enquête à la fin janvier, et il fut rapidement conclu que la carte postale n'était qu'une mauvaise blague perpétrée par quelqu'un imitant l'écriture de Dorothy. Après avoir écarté cette piste, la police annonça vers la fin février que l'enquête allait être réduite. Dorothy avait disparu depuis 75 jours quand ils ont fait cette annonce et sans preuve sur ce qui lui était arrivé, ils ont conclu qu'elle était presque certainement morte. De nombreux témoignages, supposés et rapports de contact avec Dorothy apparurent les années suivantes. Ces témoignages reposaient souvent sur des affirmations spéculatives, selon lesquelles une femme lui ressemblant aurait été vue à New York ou ailleurs sur la côte Est, mais rien de concret n'a jamais émergé de ces prétendues apparitions, qui continuaient néanmoins à surgir. Aussi tard qu'en 1935, soit un quart de siècle après la disparition de Dorothy, la police reçut un tuyau concernant une apparition d'elle sur la 5e avenue, le dernier endroit où elle avait été vue le 12 décembre 1910. Cela en soi montre à quel point les gens laissaient libre cours à leur imagination. Quand il s'agissait d'apercevoir Dorothy Arnold, après tout, elle aurait eu 50 ans à ce moment-là et était probablement méconnaissable par rapport à la femme de 25 ans qui avait disparu en 1910. Pendant ce temps, les parents de Dorothy ont continué à la chercher et, avant que son père ne meure en 1922, il avait dépensé plus de $250 000 dans le but de retrouver sa fille ou de découvrir ce qui lui était arrivé. 3 grandes théories expliquent la disparition de Dorothy, dont une très spéculative. Selon cette théorie, Dorothy était probablement enceinte de George Griscombe et aurait subi un avortement improvisé ce soir-là qui aurait mal tourné et causé sa mort. Cela semblait être corroboré en 1916 lorsqu'un criminel condamné du Rhode Island, nommé Edward Glenarris, a fait des déclarations sensationnelles sur la façon dont il avait participé à la disparition du corps de la jeune femme en décembre 1910. Mais les informations qu'il a fournies sur l'endroit où elle aurait été enterrée n'ont pas été confirmées lors d'une enquête plus approfondie et il est ensuite revenu sur ses déclarations.
De plus, il est hautement improbable que Dorothée ait simplement prévu de s'arrêter quelque part à Manhattan sur le chemin du retour depuis la 5e avenue pour subir rapidement une interruption de grossesse dans une ruelle avant de poursuivre sa journée. Les deux autres scénarios sont plus plausibles. Soit Dorothée a été agressée à Central Park, tuée, et son corps a été éliminé d'une manière qui n'a laissé aucune trace. Soit, déçue par sa situation personnelle et ses ambitions littéraires au point mort, elle a mis fin à ses jours. Certains membres de sa famille privilégiaient cette explication de sa disparition, car dans une lettre qu'elle a écrite à George Grishcombe, elle a fait allusion au suicide, déclarant « Eh bien, la nouvelle est revenue. McClures m'a refusé, l'échec me saute aux yeux, tout ce que je vois devant moi, c'est une longue route sans détour. » Maman croira toujours à un accident. De plus, à ce moment-là, sa relation avec Grishcombe se détériorait. Les deux semblent plausibles, mais il n'y a aucune preuve pour étayer l'une ou l'autre éventualité. Il semble que nous ne saurons jamais avec certitude ce qui est arrivé à la mondaine américaine qui a disparu sans laisser de traces. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur ces millionnaires tragiques ou ces pauvres filles riches. J'espère que cela vous a intéressé. Partagez vos avis sur leur vie en commentaire. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, dites-le moi en commentaire. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Bref, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans la prochaine vidéo.